Excusez-moi, hein. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je veux dire, donc si vous avez un ECG qui parle plus d'hypertrophie, c'est le sujet notamment noir, c'est l'enfant noir. Faut pas que ça vous inquiète trop, ça peut être normal parce que ces ECG ont été paramétrés selon les normes américaines quoi, ou européennes, pour la plupart. Maintenant, il y a quelques particularités qu'il faut souligner aussi sur l'ECG pédiatrique, notamment quand on met les dérivations. Donc, c'est les tout petits, notamment quand l'enfant est âgé de moins de 5 ans. Habituellement, il faut faire un V3R, c'est-à-dire le V3 doit être placé à droite pour pouvoir bien étudier le ventricule droit. Au lieu de le mettre à gauche, qui constitue en fait le mode d'installation classique de l'ECG. Sinon, j'ai trouvé le cours très intéressant et puis avec beaucoup vraiment d'informations. Après, il faudra juste allier ça à la pratique et puis essayer de voir également quelles sont les cardiopathies qui collent avec telle ou telle anomalie à l'ECG. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Alors, le professeur Fall a eu une coupure. Donc, oui. Ah ouais, parce que j'ai remarqué qu'il m'appelait au téléphone là, donc je ne sais pas si c'était une fausse manip ou pas. Oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'il a eu une coupure, donc tout est éteint chez lui, oui. D'accord. Et là, il nous reprend quand là il est reconnecté ou pas? Non, il a dit si on termine, c'est bon. Donc, je ne pense pas qu'il va se reconnecter. Ok, d'accord. 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 Bon, donc je repasse la parole alors au docteur Souley. Ok, professeur. Sinon, bon. s'il y a des questions, je reste aussi disponible. Hein, ok, professeur. Bon, merci pour ces précisions et éclaircissements. Bon, je pense que vous avez raison. Vous avez raison sur ce que vous avez dit, surtout pour les problèmes de décharge. Hein. Moi, j'ai toujours refusé ça, mais bon, le contexte est un peu compliqué. Bon, peut-être après, je vais vous expliquer. Vous allez mieux comprendre ça, quoi. En privé, vous comprendrez tout ça, quoi. Mais bon, en tout cas, c'était ça, quoi. Mais surtout, sur ce cours-là, comme vous l'avez dit, moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est que l'importance de l'ECG, parce qu'on n'a pas l'habitude de demander ça en pédiatrie, c'est dommage, quoi. D'habitude, bon, on fait juste l'écho-cœur et on avance, quoi. Alors que, bon, il y a des troubles du rythme qui passe à côté. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler de troubles du rythme chez l'enfant, c'était avec vous, hein, c'est vous qui m'avez parlé. Je pense que c'était un cas de flûteur ou bien de fibrillation que vous avez eu à Diamniadio, que les gens traitaient comme un choc septique, tout ça, quoi. Et à partir de là-bas, je me suis dit, bon, il faut qu'on mette plus l'accent sur ça, quoi, parce que c'est des pathologies qui sont là, et qu'il faudra déceler et traiter, quoi. Bon, effectivement, il y en a beaucoup en pédiatrie. Bon, malheureusement, le CG n'est pas disponible partout. En plus, l'autre chose, c'est que même si c'est dans les services où c'est disponible, les gens ont tendance à négliger ça. C'est-à-dire, on ne systématise pas la pratique de l'ECG, même chez l'enfant qui a une cardiopathie. À plus forte raison maintenant chez l'enfant qui n'en a pas, quoi. Donc, je pense qu'il faut y penser de plus en plus. Devant toute tachycardie, il faut se poser des questions. Devant les bradycardies aussi, pareil, notamment en période néonatale. Juste ajouter pour le calcul de l'axe, parce que j'ai pas pris des notes là en suivant, mais en fait, il y a des notions souvent de base là qu'on essaie de retenir par cœur pour pouvoir faire l'interprétation de l'axe. Si toutefois la méthode que vous avez donnée n'est pas bien maîtrisée, c'est que l'axe, il est toujours parallèle à la dérivation la plus électropositive, perpendiculaire à la dérivation la plus isoélectrique et opposé à la dérivation la plus électronégative. Alors, ces trois critères-là réunis, souvent te permettent de pouvoir orienter ton axe d'un côté ou de l'autre. Donc, tu essaies de voir dans un premier temps là où c'est plus électropositif, donc c'est parallèle à cette dérivation. Après, tu essaies de voir là où c'est plus électronégatif, de voir là où se situe. Et puis, on essaie de voir en perpendiculaire à la dérivation la plus isoélectrique. Et puis là, tu te donnes un aperçu sur là où ton axe doit se situer, quoi. Voilà. Mais la méthode que tu as donnée également est valable. Bon, pour le calcul de la fréquence aussi, il y a différentes méthodes hein, donc qui varient d'un service à l'autre. Sinon, pour le QT aussi, c'est très important de
distinguer les deux formules qui existent, celle de Friedrich et celle de la formule de Bazet, qui est la plus utilisée. Mais en cas de tachycardie, c'est une formule qui n'est pas valable. Donc, il faut utiliser celle de Friedrich. Et puis dire également qu'il y a beaucoup de médicaments qui allongent le QT. Et lorsqu'on fait des prescriptions de ces médicaments, notamment les bêta-bloquants, il faut toujours au préalable FG. Les macrolides, c'est des médicaments également qui sont très allongeurs de QT. Donc, c'est des médicaments, en les prescrivant aussi, il faut faire très attention à cet intervalle QT. Et puis, il y a également les antipaludéens, vous avez entendu le bruit que ça fait avec la chloroquine et tout ça là, lors de la COVID. Donc, c'est des médicaments qui allongent le QT. Et puis, au moindre demande les électrocardiogrammes et puis voir un peu comme le docteur Souley l'a dit, si le QT n'est pas long, donc il y a ce qu'on appelle le syndrome du QT long, c'est des enfants qui ont tendance à faire des malaises quand ils sont au cours d'une émotion ou bien au cours d'une baignade, ou bien donc, il y a quelques facteurs favorisants comme ça, ou bien la prise de certains médicaments qui allongent le QT et qui sont à risque de troubles de rythme ventriculaire. Alors, à chaque fois que vous avez une bradycardie également en pédiatrie, ayez le réflexe de faire le CG et de dépister notamment les blocs. Actuellement, les IALAGE, les CIV, voilà, c'est des pathologies qui s'accompagnent très souvent de blocs auriculo-ventriculaires. Et quand il s'agit de blocs auriculo-ventriculaires notamment complets, il faut voir un peu la tolérance et tout ça et voir un peu l'indication d'appareiller ces enfants-là, quoi. Bien que l'appareillage soit très difficile dans nos contextes, mais n'hésitez pas, quand vous avez des enfants qui sont bradycardes, à faire des électrocardiogrammes pour rechercher ces troubles de la conduction ventriculaire. Mais en tout cas, le cours a été très intéressant, très riche. Et je pense qu'il faut penser aussi à lire l'article de l'EMC. C'est un article qui est très intéressant. Il donne vraiment des informations pratiques sur le CG, mais surtout aussi pratiquer le CG. Dans les services où il y en a, n'hésitez pas à en faire et à faire les interprétations. Il n'y a que comme ça que vous pourrez retenir les choses. Mais comme ça, en théorie, c'est souvent très difficile. Voilà, il faut vraiment allier la pratique pour pouvoir maîtriser certaines choses. Merci beaucoup. Ok, merci professeur. Bonsoir, docteur Souley. Oui. C'est le docteur Sahla. En fait, oui. Merci professeur Bass, merci docteur Souley pour la présentation, c'était assez clair. Et je reviens sur ce que vous avez dit au début du cours sur l'importance de CG parce que limite, à un moment, on pensait même qu'on ne faisait pas de CG vraiment en pédiatrie parce que ça ne se faisait pas de façon courante. À une de mes gardes récemment en néonatologie, j'ai reçu un nouveau-né asphyxié et quand le SAMU l'a amené, il battait à 70-75 battements. Il était bradycarde. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait expliquer cette bradycardie. Et c'est un malade qui m'a stressé toute la garde parce qu'à un moment même, il battait jusqu'à 60 battements cardiaques. Il saturait bien. Il était asphyxié. Il n'avait pas un bon comportement neurologique. J'ai mis mon tabouret devant le malade. Je n'arrivais pas à m'expliquer sa bradycardie et tout. On avait essayé de faire un coup de sonde cardiaque et je pense que je vous avais envoyé les images. Il y avait un ventricule clinique, il y avait une cardiopathie complexe en fait. Je me suis dit, est-ce que ça peut expliquer encore sa bradycardie? Il a fallu, c'était un samedi, le lundi, on a fait effectivement, c'était un BAV de 2e degré. On a fait l'autre ECG et les cardio du QMO sont sur le coup pour voir s'il faut poser un pacemaker.